Donc moi, je me présente, je m'appelle Muriel Pezécune, j'appartiens à l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, je suis directrice d'études planification et environnement là-bas. Et je vais tout de suite passer la parole, avant de vous présenter le déroulé de notre atelier, à Brigitte Bariol, qui est la directrice de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Bonjour à tous. Simplement cette introduction pour vous dire que cet atelier, mais aussi les expériences qui seront présentées, s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat entre l'ADEME et la Fédération des agences d'urbanisme, puisque nous sommes liés par une convention de partenariat depuis 2013, et Daniela Sana de l'ADEME conclura cette séquence. Pourquoi cette convention de partenariat? Pour conjuguer nos compétences qui sont diverses, mais qui se retrouvent autour d'objectifs partagés sur la transition énergétique et la ville durable. Et l'atelier dont vous allez avoir les témoignages aussi, c'est basé sur un travail assez exploratoire d'échange sur des pratiques de planification, avec en filigrane l'objectif du facteur 4. Et sans doute pour la transition énergétique, un des meilleurs leviers, c'est de limiter cette consommation d'énergie. Et on s'aperçoit que la planification peut être un levier, un facteur assez puissant, vous le verrez à travers les exemples présentés. Donc nous avions décidé avec l'ADEME de conjuguer nos forces et nos expériences pour vous le montrer et le mettre en débat, parce que c'est un champ assez nouveau qui sera certainement au cœur des nouvelles responsabilités des collectivités locales avec la loi de transition énergétique, et aussi de tous les professionnels des politiques urbaines. Vous pourrez prendre au cours ou à la fin de la séquence de l'atelier cette synthèse d'une étude plus détaillée qui se trouve également sur le stand de l'ADEME ou le stand de la presse, et que vous pouvez aussi télécharger sur le site de l'AFNO. Donc je vous souhaite un très bon atelier et je repasse la parole tout de suite à Muriel. Merci. Donc, du coup, n'hésitez pas à intervenir, ça c'est le 1, et à poser les questions au fur et à mesure, parce que sinon, ça ne sera pas suffisamment vivant. Ce qu'on s'est proposé de faire, donc on a eu toute cette réflexion l'année dernière en lien avec cette convention avec l'ADEME au sein des agences d'urbanisme sur le facteur 4. Après, les agences d'urbanisme, depuis le début des années 2000, ou particulièrement depuis la loi Grenelle, travaillent sur ces questions. Et c'est parce qu'on travaille sur ces questions qu'on a voulu aussi rassembler des expériences. Des expériences sur la planification urbaine à grande échelle, à plus petite échelle, des expériences aussi sur l'habitat, etc. Donc je vais passer la parole à Maud Marsoche qui va vous présenter le contenu justement de cette publication qui va bientôt sortir, et qui est décrite dans ce dossier de l'AFNO. Ensuite, j'interviendrai sur la grande échelle, c'est-à-dire un SCOT sur la région grenobloise, qui est un SCOT assez important en taille. Ensuite, je passerai la parole à Bob Clément de Bordeaux, de l'agence d'urbanisme de Bordeaux, qui va nous parler de la planification à l'échelle de l'agglomération. Et ensuite, on parlera de la planification à l'échelle de l'habitat, plutôt dans le cadre de réflexion de la réhabilitation thermique du parc privé sur le Grand Nancy. Maud, donc Maud Marsoche, qui est de Épure, qui est l'agence d'urbanisme de Saint-Étienne. Merci. Alors, tout d'abord, peut-être en quelques propos introductifs. Aujourd'hui, pourquoi la planification s'intéresse au facteur 4 et pourquoi le facteur 4 s'intéresse aussi à la planification? D'abord parce que la planification, c'est au cœur des politiques de transport, d'habitat, qui sont aujourd'hui des secteurs très énergivores. Merci.
Donc la planification, c'est des outils qui permettent d'aborder ces questions de l'habitat des déplacements de façon très amont, de façon stratégique. Quand on parle par exemple de déplacement, il est très important de parler d'abord sur la question de la cohérence entre le développement urbain et les réseaux de transport en commun, ou encore de parler de mixité fonctionnelle pour limiter la demande en déplacement. Tous ces sujets-là qui peuvent être traités dans des secteurs de planification comme les SCOT, les PLU, les PLH, les PDU, etc. Aussi, les documents de planification ce sont par essence des démarches qui veulent dépasser les logiques sectorielles et avoir une approche qui brasse, qui croise l'ensemble de ces entrées thématiques. Aussi, la FNO et l'ADEME ont décidé de lancer un travail commun de retour d'expérience sur ces questions de planification facteur 4, parce qu'aujourd'hui, on a un peu une sorte de tournant. D'un côté, sur de nombreux territoires, la question du facteur 4 est vécue vraiment comme quelque chose d'inaccessible. Et puis d'un autre côté, on commence à voir, ici et là, diverses expériences qui commencent à montrer qu'il y a des choses à faire et qu'il est possible d'avancer sur ces questions. Alors, la démarche, elle a eu comme objectif d'abord d'identifier ces territoires un peu pilotes, de recenser ces démarches, de les analyser, de voir comment éventuellement elles seraient reproductibles sur d'autres territoires, et puis à partir de là, de commencer à identifier des grands questionnements et des leviers qui soient mobilisables. Donc rapidement, je vous ai indiqué sur cette diapo les 12 expériences qui ont fait l'objet d'une analyse. Donc dans le cadre de ce travail, il y a eu deux PLU qui ont été analysés, donc sur Brest et sur Bordeaux. Des démarches plutôt liées à l'habitat avec Rennes et Nancy, ainsi qu'une approche sur les questions de BIMBI sur Tours. Des questions un petit peu plus sur les aspects gouvernance et organisationnels avec des outils de suivi et d'évaluation qui ont été portés par Saint-Omer, et puis des démarches de manifeste portées par la région Nord-Pas-de-Calais. Et enfin, ce qui est bien d'actualité, un certain nombre de démarches de SCOT qui ont commencé à bien approcher ces questions de facteur 4. Alors, peut-être pour revenir un petit peu sur la méthodologie, pour interroger la question de la planification facteur 4, nous avons travaillé d'abord sur une analyse des différents scénarios existants sur qu'est-ce que c'est que le facteur 4 à l'échelle 2050, en s'appuyant sur les scénarios, alors ceux de l'ADEME à 2030-2050, mais aussi les scénarios négawatts et le scénario AFTER, et de regarder comment ces scénarios peuvent interroger la planification aujourd'hui. Ce qui nous a permis d'identifier 9 thématiques d'interrogation. Alors tout d'abord, la question de l'artificialisation des sols. Alors tous les scénarios se recoupent sur cette question-là, à dire d'ici 2030, il faudrait qu'à 2030, nous ne soyons plus dans des processus d'extension de l'urbanisation, mais que nous soyons à 2030 sur un objectif de stopper l'artificialisation. Ce qui remet bien évidemment en cause aujourd'hui nos modèles de promotion immobilière et qui interroge la question de la libération du foncier. Donc c'est-à-dire construire plus, mieux, et aussi dans un contexte de rareté du foncier. Donc qui interroge les questions de renouvellement urbain et aussi tout ce qui est question des coûts de construction et à mettre au regard avec le coût de construction et le coût d'usage des logements. Ça interroge aussi la question du modèle de la ville pour une optimisation des usages de l'énergie. Dans les différents scénarios qui existent, donc notamment ADEME et Négawatts, il y a une interrogation sur la rationalisation de l'énergie et notamment des questions de chaleur. Alors qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, cette rationalisation pour l'urbanisme qu'on fait aujourd'hui ? Un quatrième point d'interrogation, c'est la question de la réhabilitation thermique des logements. Il s'agit donc de monter à une vitesse supérieure sur ces questions de réhabilitation thermique, mais ça veut dire quels moyens privés, quels moyens publics, et puis aussi comment prioriser ces questions de réhabilitation. Est-ce qu'il vaut mieux réhabiliter certains quartiers qui sont un petit peu éloignés des centres-villes? Est-ce qu'il faut faire des politiques de destruction? Quelle qualité de logement on met aujourd'hui pour demain, etc. Dans des choses un petit peu plus classiques aussi, il y a toute l'interrogation sur les modèles de développement de territoire par rapport au modèle de déplacement. Donc, notamment dans le scénario ADEME, on demande une réduction d'à peu près 25% de la demande en mobilité. Aujourd'hui, si on regarde les grandes tendances, alors juste un petit chiffre, la moyenne quotidienne de kilomètres effectués entre 82 et 2008 est passée de 17 km à 25 km. Donc si on regarde quand même dans les tendances lourdes d'organisation de territoire, on n'en est pas encore là.
C'est aussi les questions des nouvelles pratiques de la mobilité et comment la planification peut accompagner ces nouvelles pratiques. Je pense notamment dans le scénario ADEME, il y a toute une question sur le statut de propriété de la voiture. Alors est-ce que ça ne doit pas interroger aussi les politiques urbaines, la place de la voiture en ville, avec ces questions de nouveau statut de la propriété de la voiture? C'est aussi la question d'agir sur les stratégies individuelles des ménages et des entreprises pour les rendre compatibles avec le facteur 4, le désir de propriété, de maisons individuelles, la question aussi de l'image de certains centres-villes, de certains quartiers. Ça va être aussi la question de dépasser les possibles contradictions entre un objectif facteur 4 et puis des réalités du quotidien d'aujourd'hui. Et comment on peut, dans le cadre de politiques publiques, inscrire un certain nombre de critères qui permettent d'intégrer cette question facteur 4 au vu de problématiques qui sont peut-être de plus court terme, comme des questions par exemple économiques. Et puis, bon, aussi sur un aspect plus de gouvernance, c'est la question de pouvoir suivre, évaluer le niveau d'effort qui est à la fois attendu et opéré sur les territoires. Merci. Alors, à partir des différents exemples que je vous ai rapidement listés, on a identifié un certain nombre de leviers qui sont aujourd'hui mobilisés et mobilisables sur les territoires. Alors, ce n'est pas forcément une démarche exhaustive, mais ça permet de donner un certain nombre de premiers jalons par rapport à la mise en place d'actions sur les territoires. Donc, on a 5 familles de leviers que nous avons identifiés. D'abord, la question de la connaissance, notamment la connaissance pour agir. C'est aussi l'accompagnement des évolutions de mode de vie, la mise en œuvre d'organisations territoriales et de formes urbaines qui soient adaptées au facteur 4, la question de l'approche intégrée, et puis enfin la question des moyens d'action et notamment la question financière pour permettre d'atteindre les aspects facteur 4. Alors, je vais rapidement décrire les différents leviers. Donc, dans le premier levier, la question de la connaissance au cœur de l'action. Alors, il y a un certain nombre de freins aujourd'hui identifiés. Par exemple, dans les documents d'urbanisme, on a ce qu'on appelle des personnes publiques associées, qui sont donc associées aux démarches et qui viennent apporter leur expertise et leur connaissance du territoire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les acteurs de l'énergie ne sont pas dans, j'allais dire, la liste un peu minimum des personnes obligées. La liste obligatoire, oui, des personnes à associer aux démarches de SCOT ou de PLU. Deuxième pétale par rapport à ces enjeux, c'est la question de bien informer les personnes, les citoyens, les élus, pour permettre de passer à l'action. Alors là-dessus, nous avons par exemple étudié la question du BIMBI avec l'expérience de Tours, où on se rend compte que finalement, s'il n'y a pas une approche un peu fine sur le tissu urbain, accompagné avec des architectes, des spécialistes, il est très difficile, et pour les élus et pour les habitants, de se projeter sur une nouvelle densité de leur cadre de vie, donc de densifier le lotissement. Et c'est vrai qu'une approche un petit peu fine, de connaissances sur quelles sont les possibilités pour agir et qu'est-ce que ce serait que cette nouvelle densité, est-ce qu'elle est acceptable, est-ce qu'elle est vivable, il y a une nécessité là d'avoir des approches très fines en termes de connaissances et de compréhension des phénomènes locaux. Enfin, il y a aussi la question de la ressource et de l'échange de données qui est fondamentale. La question aussi de la mutualisation des observatoires, alors pas uniquement en termes de gains, de moyens pour cette mutualisation, mais aussi la question du partage de la connaissance pour aussi partager les réponses à apporter, éventuellement limiter aussi les effets de concurrence qui peuvent s'opérer entre les territoires. Et enfin, besoin de suivi, d'évaluation, des orientations. Donc là, notamment, il y a de plus en plus d'outils dans les documents d'urbanisme visant à évaluer les impacts des documents d'urbanisme pour intégrer les questions énergétiques. Sur la deuxième famille de leviers, c'est la question de changer la ville et d'accompagner les évolutions de mode de vie. Alors, bien évidemment, c'est la question de placer les habitants au cœur du projet urbain. Si on souhaite rendre une ville désirable, dense, etc., il faut d'abord aussi avoir une certaine approche un petit peu fine du besoin et des désirs des habitants. Mais c'est aussi donc travailler sur qu'est-ce que c'est qu'une densité désirable et vivable. Là-dessus, il y a des travaux qui ont été menés notamment sur Tours, sur la question de la condition d'acceptabilité de la densité par les habitants. Et ce qui est très intéressant, notamment les résultats de ces études sociologiques, c'est de montrer que ce qui est important, c'est de ne pas créer des aspects de rupture au niveau des modes de vie, mais plutôt d'accompagner les aspirations des habitants. Et ils ont fait une sorte
petit slogan de leitmotiv qu'on trouvait très intéressant, c'est de faire pareil, mais autrement. Enfin, c'est la question aussi de suivre et de connaître les pratiques sur le territoire. Donc là, il y a un certain nombre d'outils comme les enquêtes ménage déplacement sur lesquels il est intéressant de s'appuyer. Et puis, c'est aussi travailler sur la question du marketing de la sobriété énergétique, identifier les éléments qui peuvent déclencher le changement. Mais là-dessus, l'expérience de Nancy, justement, est assez intéressante sur l'accompagnement des quartiers sur les réhabilitations énergétiques. Enfin, sur le troisième levier, c'est la question de l'organisation territoriale par rapport au facteur 4. Là-dessus, ce qui nous semblait d'abord important, c'est d'arriver à avoir une vision de qu'est-ce que c'est que le territoire facteur 4. Une fois qu'on a nos objectifs en termes de réduction de part modale de la voiture, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire en termes de zone 30, de zone piétonne dans la ville, en termes de développement de transports en commun, d'arriver à se construire une vision locale de ces objectifs et de ces scénarios. C'est aussi densifier la ville pour permettre de répondre à une grande partie des questions énergétiques, mais faire une ville compacte, oui, désirable, c'est mieux, mais aussi accessible à l'ensemble des habitants. Sur cette question-là, l'agglomération de Rennes a travaillé sur des concepts de ville archipel qui permet justement de contractualiser entre des aspects de densité et de développement urbain. Enfin, c'est aussi la question de la mixité fonctionnelle et de la mutualisation des équipements. Sur la question de l'approche intégrée, donc qui est aussi un des cœurs de la planification, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a toujours une difficulté de compréhension entre les acteurs de l'énergie et les acteurs de l'urbanisme. Et qu'on se rend compte que ce n'est pas au moment de la construction d'une politique urbaine type SCOT ou PLU qu'on va pouvoir gommer ces incompréhensions et qu'il y a un besoin d'acculturation en amont de ces différents acteurs en créant éventuellement des scènes de partage ou d'échange. Un deuxième pétale de levier par rapport à la question de l'approche intégrée, c'est le lien entre les outils stratégiques et les outils opérationnels. Et c'est vrai qu'on a toujours des difficultés aujourd'hui à faire vraiment un lien fort entre, par exemple, un PLU et un plan climat. Là-dessus, le PLUI de Brest est très intéressant parce qu'ils ont mis en place une démarche donc, de PLUI qui intègre à la fois donc, le PLU classique, le programme local de l'habitat, le plan de déplacement urbain, mais aussi le plan climat. Alors, le retour de cette expérience est très intéressant parce que c'est vrai que un retour un petit peu en termes de gouvernance, c'est que ça a été très très lourd de mener une expérience mobilisant tant d'acteurs sur des sujets aussi complexes. En revanche, ça a permis vraiment de travailler sur des liens très fins entre, voilà, un PLU souhaite améliorer la place du piéton en ville, et puis à côté de ça, le plan climat va prendre en charge des actions de sensibilisation sur la santé, etc. Donc vraiment, d'arriver à créer ces passerelles entre ces différents outils. Merci. Est-ce que vous avez quelques questions pour Maud, là-bas? Bonjour. En sachant juste qu'on va redévelopper derrière dans des exemples sur Scott, PLH et à l'échelle d'agglo. Vous m'entendez? C'est bon? Une première question. Moi, je travaille à la région Normandie. Il y a 2 agences d'urbanisme qui ne travaillent pas du tout sur ces questions-là. Donc j'espère que la fédération va essayer de mobiliser tous ses membres. Pour le reste, il y a une autre question. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent dans les facteurs clés de réussite. Vous parlez des citoyens, vous parlez des élus, mais il y a les agents qui mettent en œuvre derrière. Ils ne sont pas toujours convaincus et ils n'ont pas toujours les compétences. Et si on ne leur donne pas les formations nécessaires, ils ne pourront pas faire. Et je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Quand on a fait notre premier plan climat, nous, en 2007, on a eu un peu de mal à convaincre la direction des ressources humaines qu'il fallait prévoir les formations, mais une fois qu'on les a mises en place, ça a changé la donne. Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier entre ce que souhaite l'élu,
Et ce qu'on peut faire, il y a les agents et il faut qu'ils puissent faire et il faut leur donner les moyens. C'est vrai que moi, je partage tout à fait votre point de vue sur cette question d'acculturation. Et c'est vrai que ce qu'on a remarqué au niveau de ce travail-là, c'est que c'est vraiment important aussi qu'il y ait des scènes pérennes de lien entre ces cultures techniques pour que ça puisse permettre d'avancer. Parce qu'on est quand même sur des approches de la ville qui sont très différentes. Et il y a besoin de temps aussi pour que les agents techniciens arrivent à s'acculturer et à monter en compétence sur ces questions-là. Oui, que les uns et les autres, donc les urbanistes et on va dire les énergéticiens au sens très large, puissent comprendre les limites et intérêts de chacun des domaines. Il y en a beaucoup, notamment en matière d'urbanisme. Est-ce qu'il y a une autre... Bonjour. Elsa Richard, ingénieure de recherche à Auxilia. Alors moi j'étais assez intéressée par cette étude que vous avez conduite et j'aurais 3 questions en fait sur des éléments pour avoir un peu plus de précision. Tout d'abord sur la forme en fait de votre étude, est-ce que vous pouvez préciser la manière dont vous avez finalement retenu les terrains? Je me souviens plus exactement du nombre, mais tous les villes, les agglomérations que vous avez citées, de quelle manière vous les avez recensées finalement? Ensuite, j'avais une question un petit peu plus précise sur les leviers d'action. Enfin, vous citez 5 leviers d'action mobilisés et mobilisables par les territoires. Est-ce que vous avez identifié finalement des freins à la prise en compte des questions climat-énergie dans l'urbanisme, des freins qui seraient finalement inaccessibles pour les collectivités, auxquels identifier des ressources finalement que les collectivités n'ont pas pour lever ces freins-là? Et enfin, par rapport dans le levier sur la démarche intégrée de planification spatiale et des stratégies climat-énergie, vous dites qu'il y a toujours une difficulté de compréhension entre les acteurs de l'urbanisme et les acteurs de l'énergie. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précise sur ces difficultés-là? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez en termes de... Puisqu'après, vous parlez justement du lien difficile entre les outils stratégiques et les outils de planification. Est-ce que du coup, vous pouvez préciser un petit peu sur ce point-là? Merci. Alors, sur le choix des territoires, en fait, c'est vrai que c'est un peu une sorte d'appel à projet auprès des territoires, des différentes agences d'urbanisme. Hein. C'est comme ça que les territoires ont été repérés. Et puis c'est vrai que via le réseau, nous sommes organisés en club, donc c'est vrai qu'on a une certaine connaissance des actions des uns des autres. Au niveau des freins inaccessibles, moi, mis à part le levier financier, effectivement, qui est un levier qui est quand même complexe au niveau des territoires, il me semble toutefois quand même que chaque territoire a des formes de développement et des potentiels de développement facteur 4 qui sont très différents et que moi, j'ai pas identifié moi de freins inaccessibles mis à part des freins financiers. Et je laisse Muriel. Ouais, le frein inaccessible, ça dépend ce qu'on se fixe comme objectif. Si c'est le facteur 4 en 10 ans, c'est pas possible. Mais même à 2050, ça va être compliqué. Selon les contextes, effectivement, on a un emballement. Alors ce matin, on nous parlait de l'emballement climatique, mais on a aussi un emballement à échelle locale, notamment sur les déplacements et sur la périurbanisation, qui, pour inverser les tendances, est difficile. Pour justement surmonter ce qui se révèle être des problèmes en termes de fonctionnement du territoire et de limitation des gaz à effet de serre, limitation des pollutions. Ça, c'est clair. Et puis le frein number one, sinon, c'est forcément la façon dont on est organisé pour l'instant sur la rénovation et les choix qui se portent plutôt sur on va dire la construction nouvelle et moins sur la rénovation, alors qu'il y a des besoins massifs. Alors peut-être pas dans tous les lieux en France, mais de manière générale, hein, dans nos centres, y compris dans nos banlieues, dans nos lotissements des années 70 qui sont absolument ultra permissifs du point de vue énergétique, on a des besoins monstrueux et les sous vont moins sur la rénovation sans doute que sur la construction nouvelle. Donc il y a une batterie de freins qui serait peut-être bon à l'avenir, justement, peut-être dans la suite d'étudier de manière plus approfondie pour voir comment travailler sur ces freins. Et sinon, sur la question de en quoi les urbanistes et les énergéticiens
peuvent ne pas trouver de terrain d'entente. C'est pas qu'ils trouvent pas de terrain d'entente, c'est simplement que on est dans des métiers avec beaucoup de, particulièrement les urbanistes sont confrontés à des personnes qui ne connaissent pas du tout les documents d'urbanisme et du tout ni le levier ni le fait qu'on peut pas tout faire dans un document d'urbanisme. Et donc on a plein de rêves ou de phobies sur les documents d'urbanisme qui sont très faux. Et effectivement, on rejoint tout à fait la nécessité d'avoir des formations et une acculturation entre ces mondes qui se respectent mais qui se connaissent mal. Peut-être du coup, on va passer à un exemple. En plus, ça me concerne. Donc, c'est sur la région grenobloise. Donc, l'agence d'urbanisme donc c'est l'établissement public du SCOT qui est maître d'ouvrage du SCOT, et l'agence d'urbanisme de la région grenobloise à laquelle je fais partie, et en tant que chef de projet SCOT, justement, on est maître d'œuvre. On a été maître d'œuvre de l'élaboration et maintenant de sa mise en œuvre. Ce SCOT, il a été approuvé en 2011, en décembre 2012, arrêté en 2011. Il porte, donc c'est pour ça que je disais que c'est un vaste territoire. C'est une grosse partie du département de l'Isère, 70%, 75% de la population du département de l'Isère, qui est un département assez vaste. On porte donc sur 273 communes. 15 EPCI, 10 maintenant avec les fusions diverses et variées, 750 000 habitants, et sur les 273 communes, on est dans un espace qui comporte 3/4 de communes de moins de 2000 habitants et la moitié qui ont moins de 1000 habitants. Donc on est aussi dans un territoire très varié avec des territoires de montagne. Vous connaissez sans doute tous de nom les massifs Chartreuse, Beldon, Vercors, qui sont aux confins de notre SCOT ou au sein du SCOT. Mais aussi des grandes plaines agricoles, la plaine de Bièvre-Valoir par exemple, là sur la partie ouest du territoire, le sud Grésivaudan qui comporte aussi beaucoup d'agriculture, le Voironnais qui est très varié, et l'agglomération grenobloise très urbanisée. Donc, et puis des territoires comme le Trièvre, vous voyez le Trièvre qui est au sud, qui est l'un des territoires le plus vastes de notre SCOT, mais qui comporte 9000 habitants. Donc on est dans des situations très variées. Et on a une très grosse attractivité du point de vue de l'emploi de l'agglomération grenobloise, et ce depuis les années 50, avec un résultat dantesque de quasiment 3 millions de déplacements quotidiens par jour, pour environ 20 millions de kilomètres parcourus. Donc on a des problèmes effectivement d'embouteillage et de pollution atmosphérique assez importants. Je passe. Donc les élus de l'EPSCOT avaient décidé dès le départ de faire un bilan. Donc nous on les a appuyés dans ce bilan du schéma directeur. Il y avait un schéma directeur. Il se trouve qu'on a une grande un historique de planification dans la région grenobloise, ce qui nous permet d'avoir des élus qui sont quand même bien au fait sur ces questions d'urbanisme et de planification. Et on avait un schéma directeur qui datait de 2000, donc juste avant la loi SRU. Il a été voté le mois de la loi SRU. Je suis malade malheureusement. Et dans la phase de bilan, les élus au départ nous avaient dit bon l'agence Urba, vous nous faites un SCOT en toilettant un peu le schéma directeur. Le schéma directeur, on l'a travaillé pendant 5 ans, on en est tous très contents. Voilà. Donc ça c'était la commande de 2007. Après avoir fait le bilan, ils se sont, c'est bien, c'est pour ça que moi j'attache beaucoup d'importance à la partie partage de diagnostic, partage de constats sur un territoire et sur sa manière de se développer, parce que effectivement, les élus ont pris la mesure de la périurbanisation qui continuait, de l'étalement urbain, du fait que la croissance et la part de logements nouveaux se faisait systématiquement dans tous les territoires sur la plus petite commune, et forcément avec la plus petite commune avec le moins d'ingénierie possible, donc avec du coup des résultats en forme urbaine et en offre du coup de logements auprès de la population assez désastreux, avec d'ailleurs des turnovers extrêmement importants, puisque l'insatisfaction des personnes habitant dans ces lieux-là, avec aussi un développement économique qui continue, des développements de l'emploi qui continuent à être sur l'agglomération, Grenoble, l'agglomération et les villes les plus proches. Donc des constats finalement pas si positifs par rapport à ce que les élus avaient comme sentiment. Donc ils ont commandé du coup plutôt un SCOT de rupture,
Donc c'était bien avant la loi Grenelle. La loi Grenelle est venue entériner pour nous le fait que, effectivement, cette question des gaz à effet de serre, de la pollution atmosphérique, c'était une question vraiment posée au mode de développement de notre territoire. Et voilà. En plus, il se trouve qu'on avait avec nous le pacte de l'État, le porte à connaissance de l'État de 2009 qui engageait vraiment les élus. Nous, on s'est beaucoup appuyé là-dessus en tant que technicien pour dire aux élus, voilà, avant la loi, effectivement, en fonction du porte à connaissance, de ce qu'on connaît comme constat, il est primordial de se poser un moment, de réfléchir ensemble et de se donner des objectifs un peu différents pour le prochain SCOT. Et pour le faire, on a proposé un dispositif, alors du coup là, j'appelle ça technico-politique, je ne sais pas si c'est bien, mais technico-politique, qui devait enclencher une construction assez collective d'un diagnostic. Donc on tire des constats ensemble. Du coup, on s'est appuyé sur pas mal de techniciens dans la région grenobloise. On avait à peu près 200 acteurs qui étaient mobilisés autour d'ateliers, dont un atelier porté sur le climat, mais il y avait un atelier sur la biodiversité, sur l'assainissement, parce qu'on a pas mal de problèmes d'assainissement des eaux usées, etc. Et puis on a créé un comité de pilotage avec des représentants de chacun des secteurs, des représentants élus. C'était très important finalement parce que ce sont les élus qui ont porté, du coup, qui ont suivi les travaux techniques et qui ont porté auprès du comité syndical, avec notre appui technique, qui ont porté du coup les questions posées et les solutions proposées. En termes de climat, on a aussi fait un séminaire ouvert spécifique. Je pense que les temps de réunion sont très importants. Parce que et notamment quand on rend des résultats, c'est important de partager avec l'ensemble des acteurs très divers. Hein, d'ailleurs aussi des acteurs de la promotion, des acteurs, je sais pas, des acteurs très divers comme les associations, etc. Et finalement, on a pour appuyer un peu plus là où ça fait mal, on s'est dit, tiens, les élus ayant porté cela, les élus du comité de pilotage de l'évaluation environnementale, ont porté cela au comité syndical et on en a déduit qu'on pouvait en faire une publication que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site de l'EPSCOT, qui est en train de changer, mais donc cette publication permettait donc diffuser à tous les élus, pas seulement aux maires, mais aussi alors aux conseillers municipaux, permettait de prendre conscience. Bon, il y avait une petite partie diagnostique, mais il y avait surtout, par rapport au projet de SCOT, quelles sont finalement les incidences positives, négatives et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, avec l'accord bien sûr des élus. Donc on s'est donné, le PSCOT a donné un peu des moyens avec l'appui de la métro financièrement très fortement. La métro, c'est l'agglomération centrale, sur la partie R. On s'est adjoint, le PSCOT a financé, donc cofinancé 2 bureaux d'études qui nous ont aidés à établir un état des lieux. C'était important d'avoir des bureaux d'études, les sachants, hein, qui viennent nous rappeler un petit peu quelles sont les répercussions de notre mode de développement. Et puis, on leur a demandé aussi de nous aider sur la partie pédagogique et de nous aider à modéliser, en lien avec Air Rhône-Alpes, l'agence d'urbanisme et Air Rhône-Alpes. On a essayé de modéliser le SCOT avec de différents scénarios. Alors on a fait ça un peu artisanalement, c'est peut-être pas top, hein, parce qu'on a fait ça avant qu'il y ait les outils qui heureusement depuis ont été faits, notamment par l'ADEME. On a essayé d'établir donc des exemples qui ont été assez compris par les élus. Hein. Il faut forcément. Donc on a fait par exemple cet exemple pédagogique où là vous avez trois quartiers différents et sur ces 3 quartiers différents, ça a été vraiment les données rentrées pour identifier justement quelles étaient les consommations d'énergie et émissions de gaz à effet de serre de ces types de quartiers ont été adaptés à notre région grenobloise par les bureaux d'études. Et on a essayé de montrer quelles étaient les consommations variées. Donc vous voyez qu'entre le quartier 1 pavillonnaire, qui est quand même le lot de nos zones périurbaines, et le quartier avec très accessible TC, justement 100% d'ailleurs des ménages accessibles TC, et qui est beaucoup moins consommateur d'espace, on a moins 68%. Donc là, c'était les élus se posaient beaucoup de questions et c'était un des moyens de pouvoir les mobiliser. L'autre moyen important, enfin en tout cas l'un des leviers pour les convaincre, parce qu'à l'époque quand même les changements climatiques au départ, les élus disaient non mais attendez, changement climatique 2007-2008, c'était pas encore, on n'était pas dans la certitude. Les scientifiques étaient dans la certitude, la plupart des personnes étaient dans la certitude, pas forcément tous les élus des territoires, hein. Et loin de là.
Ce qui a été intéressant, c'était de faire prendre conscience à tout le monde qu'en fait, chaque territoire contribue. Pas avec les mêmes, à la même hauteur et pas avec, mais effectivement, y compris des territoires, par exemple le Trièves. Ce qui est intéressant, c'est de voir, bon là, ça contribue bien sûr qu'à 1%, mais ce qui était intéressant pour eux de savoir, c'était que la contribution était très différente, la composition de ce qui émet, de ce qui consomme de l'énergie était très différent selon les secteurs. Et forcément, on a des secteurs, le sud grenoblois, c'était un secteur très industriel avec industriel et très dépendant de l'agglomération du point de vue de l'emploi. Et c'est un secteur, par exemple, où vous avez la partie bleue, là, la plus importante, c'est un secteur qui consomme énormément pour les déplacements, parce qu'en plus les TC sont très peu développés, malgré le fait que ce soit proche de l'agglomération. Voilà, on a beaucoup insisté sur ces résultats pour faire prendre conscience au secteur de leur contribution. Et du coup, on a essayé notre gros travail, nous en tant qu'urbanistes, c'était d'identifier les leviers. Ok, on a ces constats, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et les bureaux d'études nous ont aidés. Nous, on a travaillé sur les leviers en tant qu'urbanistes, et les bureaux d'études, malheureusement, ils nous ont pour moi, pas suffisamment aidé en tous les cas pour essayer d'aller plus loin. C'est-à-dire je pense qu'on a encore un esprit trop étroit et qu'on a du mal à proposer des solutions vraiment alternatives. En tous les cas, on a du coup en tant qu'agence Urba avec l'agence avec Aeronal qui est une ASQA, on a modélisé sur 2 scénarios, un scénario tendanciel et un scénario SCOT. On a modélisé au cours de l'élaboration du SCOT, et ça c'est très utile parce que modéliser après ça sert à rien. Faut modéliser pendant qu'on fait le projet pour justement dire attention. Attention, si on continue dans cette direction, on va pas y arriver. Alors là, c'était justement une séance pas très loin de la décision d'arrêt, justement, où on montrait que finalement, sur la partie économique, on s'approcherait bien des objectifs 3x20. Sur la partie résidentielle, avec le projet de Scott, on diminuait aussi pas mal de consommation d'énergie. Sur le secteur des transports, c'était beaucoup plus difficile, malgré tous les efforts faits. Et ça a été à double tranchant, parce que certains élus se disaient, bon, de toute façon, on n'y arrivera jamais. Pourquoi prendre toutes ces décisions qui nous impactent énormément du point de vue de la répartition de l'emploi et de l'habitat, et d'autres disant, bah oui, mais si on fait rien, ce sera encore pire. Donc autant agir tout de suite. Du coup, on a proposé effectivement les élus ont traduit ça dans un document d'urbanisme, un SCOT. C'est vrai que j'aurais pu présenter. Dernièrement, j'étais intervenue à l'ADEME et la personne m'avait dit représenter ce qu'est un document d'urbanisme. Je ne l'ai pas dit au départ, mais dans un SCOT, vous avez un rapport de présentation avec les éléments diagnostiques et les éléments, on va dire, de transparence qui permettent d'expliquer l'ensemble des choix et d'évaluer aussi l'ensemble de ces choix du point de vue de l'environnement notamment. Vous avez une partie de projet d'aménagement et de développement durable, mais dont la composition n'est pas libre. Ça serait trop facile. Le Code de l'urbanisme donne des axes clairs sur ce que doit comporter ce PADD. Après, bien sûr, tout est dans la mesure et les seuils à atteindre. Donc forcément, on a une large latitude, mais dans des cases. Voilà. Et on a ensuite, si on est sur un document local du type plan local de l'urbanisme ou PLUI, ça ne change rien, on a un règlement et un plan de zonage. Dans un SCOT, qui est à une plus grande échelle, donc le plan de zonage, il est jusqu'à l'échelle parcellaire. Sur un PLUI, à l'échelle du SCOT, on n'est pas jusqu'à l'échelle parcellaire, mais on peut être très précis selon les endroits. Donc on a des cartes qui sont prescriptives. Et on a maintenant un D2O, document d'orientation et d'objectifs, qui s'impose. Donc chaque orientation, chaque objectif s'impose aux documents, au PLU et PLUI, et s'impose aussi à toutes les opérations importantes immobilières de plus de 5000 m² et aux grosses réserves foncières. Donc ça s'impose quand même directement à certaines opérations, mais qui sont très importantes, et ça s'impose ensuite aux documents qui doivent suivre, la compatibilité étant assez importante à travailler dans la mise en œuvre. Donc les 3 grands axes, nous, c'était l'organisation équilibrée, le fonctionnement durable du territoire, en rendant cohérent localisation, emploi, habitat. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne des objectifs maximum aux petites... En gros, la traduction, c'est des objectifs maximum de construction de logements pour les petites communes. Les élus ont été d'accord pour polariser, en disant, oui, c'est vrai qu'il faut qu'on
développe différemment. On polarise dans les lieux où il y a les équipements, les emplois, les TC, etc. Donc, c'est un système de vase communicant, hein, la construction. Donc, si on veut polariser, ça veut dire qu'il faut forcément qu'on empêche le développement sur ça, on empêche en tous les cas qu'on maîtrise le développement sur le reste. Donc, effectivement, on a des objectifs maxi sur les communes d'une certaine taille, qu'on a décidé, bien sûr, avec une typologie décidée avec les élus, décidée et bien sûr cartographiée. Et puis, on a des objectifs mini, par contre. Parce que la responsabilité des communes centres et des communes périphériques de ces communes centres, c'est de produire des logements, justement. Donc ça, c'était aussi engager les élus. Ils ont une responsabilité très forte dans les choix qu'ils font en termes d'habitat. Ensuite, bien sûr, un gros travail sur l'articulation urbanisme-transport. Bordeaux, je sais, travaille beaucoup sur ces questions aussi. Et puis, bien sûr, aussi une offre et des infrastructures de transport pour favoriser des modes alternatifs à la voiture. On n'a pas fini, on continue d'y travailler. Je pense que c'est un travail de très longue haleine. Moi, je vais peut-être m'arrêter là. J'avais juste... Là, c'était les grands éléments de PADD. Après, c'est vrai qu'on a le D2O qui précise les choses. Est-ce qu'il y aurait des choses que j'aurais oubliées? Oui, bien sûr, on a insisté sur les questions habitat économe en énergie, l'intensification de l'aménagement, etc. Bon, oui. Après, on avait des éléments plus ponctuels, mais c'était l'esprit que je voulais vous présenter. Voilà pour le SCOT de la région grenobloise. Oui, Stéphane Mazuret, à nouveau de la région Normandie. Juste une demande de clarification, parce que vous avez parlé à plusieurs reprises de pollution atmosphérique et d'air, et pourtant, c'était pas très clair dans votre propos. Est-ce qu'on doit comprendre que vous avez eu une approche intégrée climat et air, prenant en compte à la fois les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques tels que les particules et les dioxydes d'azote? Auquel cas, je trouve ça particulièrement intéressant, et je sais que la métro de Grenoble fait partie des quelques collectivités qui essaient d'intégrer ces deux démarches, ou est-ce que c'est pas le cas, quoi? Parce que quand vous avez introduit en parlant de l'importance du partage de diagnostic, je pense que ce partage, il est aussi air, climat, énergie de plus en plus. Et moi, je fais partie des gens qui souhaitent qu'à l'avenir, dans les assises de l'énergie, on parle aussi de climat et de plus en plus de qualité de l'air. Alors, bon, effectivement, j'ai peut-être pas été suffisamment claire, mais tant mieux, j'ai une question. Si j'ai fait l'amalgame au départ, c'est parce que parmi les motifs des élus, la question de la pollution de l'air était un des motifs. Hein, au-delà des gaz à effet de serre. Il y avait les gaz à effet de serre et la pollution de l'air. Certains étaient d'ailleurs pas du tout d'accord avec le fait que ça avait un impact sur la santé en 2008. 2008-2009, l'impact sur la santé, c'est peut-être pas encore tout à fait arrivé jusqu'au commun des mortels. Mais par contre, sur le diagnostic, effectivement, on a fait les diagnostics d'ailleurs avec le même type d'acteurs. Hein. On avait un seul atelier, climat, air, énergie. Dans cet atelier, on a fait un diagnostic. Par contre, sur la modélisation, nous n'avons pas modélisé les impacts air. Mais on pourrait, et d'ailleurs, c'est notre objectif cette année, l'un de nos objectifs cette année, si on y arrive. Mais effectivement, pour nous, c'est très lié. C'est très lié, et vous savez que sur l'agglomération grenobloise, on est pollué, et en plus fortement pollué, notamment aux particules, et on a un travail important. Effectivement, la métropole se mobilise en lien avec l'État pour mettre en place un PPA avec des actions multiples et variées, mais ces actions, justement, elles portaient pas encore beaucoup sur l'aménagement, parce que quand on agit sur une vision un peu court terme, c'est pas suffisant. C'est vrai qu'agir à l'échelle de la planif, c'est pour moi, en tant qu'urbaniste, c'est facile, mais c'est vraiment important. Et donc, du coup, on a essayé au sein du SCOT d'intégrer des objectifs air clairs. Mais bon, on verra sur la mise en œuvre si ça marche. Ensuite, là. Peut-être on va commencer par là, je suis désolée. Oui, bonjour, Éric Dorsola de Massy. Moi, j'avais une question par rapport aux objectifs que vous avez mentionnés, qui sont bien connus, les moins 20%. Si je ne m'abuse, les moins 20%, c'est par rapport à une mesure de 1995.
Et je voulais savoir, est-ce que vous avez mis en place un observatoire ou en fait un laboratoire qui a analysé quelles étaient les productions, enfin les émissions de gaz à effet de serre en 1995, la consommation d'énergie, et le troisième, c'est l'efficacité. Et est-ce que vous avez mesurer tous les 3 ans, tous les 5 ans, comment ça se passe, comment vous faites pour mesurer concrètement les évolutions sur le territoire? Voilà, en fait, c'était un peu ça la question générique. Et par rapport à cet objectif de moins 20%, comment vous faites pour dire j'y arrive à ces moins 20%? Comment vous faites pour le mesurer? Qui mesure? Et est-ce que vous rendez public? Est-ce que aussi d'autres villes le font? Est-ce qu'il y a un site qui permet de voir ce que chacun est en train d'évoluer, où chaque ville fait dans son coin, je dirais, sa mesure? Et son propre juge de dire moi j'ai bien travaillé, regardez, je produis un chiffre qui fait moins 10. Ouais, alors du coup, nous on a la chance d'avoir effectivement une agglomération grenobloise qui avait déjà commencé à travailler beaucoup sur ces questions et qui avait mis en place dès 2007 un observatoire, je ne sais plus exactement la date, mais 2005 c'est le plan air climat, et ensuite il y a une mobilisation des différents acteurs agissant sur ces questions, notamment l'ALEC et l'agent Air-Rhône-Alpes, et ils font depuis 2007-2008 un observatoire avec des rendus tous les ans, mais c'est le seul territoire sur, à l'origine c'était 27 communes, maintenant c'est 49, mais c'était 27 communes sur 273. Donc nous, on a fait un état des lieux pour le SCOT. Et cet état des lieux, étant donné que vous savez que dans les documents d'urbanisme, il y a une évaluation, enfin en tout cas dans les SCOT, il y a une évaluation environnementale obligatoire et donc un suivi. Effectivement, on va faire ce suivi. Pour l'instant, on n'a pas encore refait de point. Moi, je dirais, selon les territoires, sur les territoires où il y a un plan climat, c'est beaucoup plus facile parce qu'effectivement, on n'est pas juste dans une reproduction de ratios nationaux, on est vraiment sur la connaissance locale, qui permet d'alimenter un observatoire. Nous, on en a 3 dans ce grand SCOT. Donc, sur les autres territoires, on était plutôt sur l'application de ratios nationaux. Voilà. Et puis, on reproduira ça, puisque de toute façon, on n'aura pas plus d'éléments. Florence Border, je suis chargée de projet prospective des déplacements au CEREMA et urbaniste. J'avais une question qui rejoignait la question précédente de monsieur et qui portait sur la mesure et le suivi de la mise en œuvre du SCOT. Comment aussi dans ce suivi on est en mesure de dire ça c'est un peu grâce au SCOT. Et puis un petit point peut-être sur la partie déplacement. Est-ce qu'en matière de déplacement vous constatez, est-ce que vous avez des constats en termes d'évolution des distances parcourues notamment? Merci. Alors, non, mais je ne vais pas avoir le temps de répondre, sinon ça va prendre trop de... Je ne pourrais pas répondre, mais on pourra en discuter après. Mais effectivement, ça rejoint les questions de moyens. Moi, je trouve qu'on ne se donne pas assez les moyens. On ne nous donne pas assez les moyens pour faire un suivi plus approfondi. Mais nous, on pourrait faire des usines à gaz. On a décidé de faire quelque chose de beaucoup plus réduit. Et donc cette question-là, pour l'instant, on l'a pas encore, mais elle est identifiée clairement, climat et air, énergie, mais on l'a pas retravaillé. On a retravaillé plutôt sur logement, économie, emploi. C'est ce qui nous a beaucoup occupé l'année dernière dans la première année de mise en œuvre et ce qui nous occupe encore beaucoup. Et sur les déplacements, on mobilise. Par contre, là, on a de gros travail en cours. Il faut savoir que les enquêtes ménage déplacement, malheureusement, c'est très lourd et on a du coup des résultats. Nous, on a des résultats qui étaient plutôt positifs, avec une part modale de l'automobile qui, la première fois depuis, c'était la 3e enquête ménage déplacement, en sachant qu'il y en a une tous les 10 ans. Donc la part modale qui était plutôt en baisse, c'était magnifique, de très peu mais en baisse. Et malheureusement, l'enquête ménage déplacement, elle a lieu tous les 10 ans, donc on aura la prochaine en 2017-2018. Voire 2019, je ne sais plus exactement Donc on est en train de réfléchir justement à des modalités pour avoir... on a un observatoire de déplacement qui est important sur lequel nous travaillons à l'agence urbaniste, comme beaucoup d'agences urbanistes d'ailleurs. Et nous essayons en ce moment de mobiliser des données un peu moins hardware, mais plus software justement, avec des enquêtes. Et donc on se lance dans la réflexion. Voilà. Je vais prendre peut-être juste une dernière question, parce que sinon je vais vous sentir... Bonjour, Pascal Bosbeuf, à l'Assemblée des communautés de France. Pour rebondir sur la question de monsieur tout à l'heure, j'ai entendu que vous aviez demandé à mettre en place un PPA, c'est ça?
en quelque sorte? Non, on n'a pas demandé. Le PPA, c'est l'État. Il y avait déjà un PPA en 2006, un plan de protection de l'atmosphère, sur l'échelle d'ailleurs que de l'agglomération grenobloise, donc uniquement de 27 communes. Et le PPA a été approuvé, adopté là en 2014, sur l'échelle du SCOT, justement, sur l'échelle des 273 communes. D'accord, parce qu'il me semblait qu'il y avait une obligation de mettre en place un PPA. Disons qu'on pouvait s'y soustraire. Nous, on avait déjà un en 2006, parce que de toute façon, Grenoble était un peu dans les lignes de mire de toutes les actions R. D'accord, très bien. Depuis les années 70. Forcément, ok. Et je reprécise à monsieur, l'intégration de l'air dans les PCET va être a priori obligatoire suite à l'adoption de la loi sur la transition énergétique. Voilà. Merci beaucoup pour vos questions. Je passe la parole à Bob Clément concernant l'expérience bordelaise, le local de l'étape. Vous m'entendez là? Oui. Bonjour, donc je suis Bob Clément, je travaille à l'agence d'urbanisme de Bordeaux, la Urba. Je travaille notamment sur les questions énergie-climat en lien avec l'urbanisme. Et je vais vous présenter le travail qu'on a fait avec l'agence locale de l'énergie et du climat de la métropole bordelaise et de la Gironde, l'ALEC, sur donc la planification énergétique facteur 4 de l'agglomération bordelaise. Alors ce travail, c'est un travail qui part d'un constat issu d'un travail qu'a fait l'ALEC, qui est un bilan énergétique, donc qui répond un peu aux questions précédemment posées. Un bilan énergétique que l'ALEC a fait à l'échelle de la Cube. Alors, bon, il faut savoir que le périmètre sur lequel on a travaillé, c'est celui de la communauté urbaine de Bordeaux, qui fait 28 communes. Alors, ça s'appelait la communauté urbaine de Bordeaux jusqu'au 31 décembre 2014. Et depuis le 1er janvier, ça s'appelle Bordeaux Métropole, puisqu'on a pris le statut de métropole. Donc, dans le vocable... je risque de passer de l'un à l'autre parce que j'ai encore des vieux réflexes de cube. Le diaporama aussi. Donc, à l'époque, en tout cas, ça s'appelait la Cube. Et donc, l'ALEC, quand l'ALEC a réalisé ce bilan, ça a permis de mettre en évidence le poids important du bâtiment dans les consommations énergétiques, puisqu'on voit qu'il représente 43% des consommations énergétiques. Et le plan climat de la Cube, encore à l'époque, ne s'y est pas trompé, puisqu'il a fait de cette question du bâtiment un enjeu important, puisque pour atteindre le facteur 4 en 2050, dans l'équation du PCET de la Cube de l'époque, il y a deux objectifs ambitieux. D'une part, la réduction de 66% des consommations de chauffage et d'eau chaude sanitaire du parc bâti, donc c'est important, 2/3 des consommations. Sur les consommations résiduelles, donc le tiers restant, porter la part d'énergie renouvelable à 83%. C'est les chiffres qui permettent de boucler mathématiquement l'équation du facteur 4 sur le territoire, donc aujourd'hui de Bordeaux Métropole. Alors, pour atteindre cet objectif assez ambitieux, on s'est dit que ça serait intéressant finalement de regrouper les compétences de deux structures, donc l'agence d'urbanisme, la Urba, et l'ALEC, parce que appréhender un problème aussi complexe, c'est nécessaire d'avoir des compétences et des visions différentes du sujet. Donc au niveau de l'agence, on s'est dit qu'on n'allait pas prendre d'énergéticiens pour s'attaquer aux questions énergétiques, que ça allait être un urbanisme qui allait s'y coller, mais en travaillant très étroitement avec l'agence locale de l'énergie et du climat qui a les compétences techniques, énergie et climat, et qui est financée à peu près par les mêmes acteurs que nous. Voilà, donc on a souhaité ce rapprochement et ce travail du coup de planification facteur 4, donc qui vise finalement à traduire concrètement, montrer concrètement le chemin qui permettrait d'atteindre les objectifs du PCET de la métropole. On a souhaité le faire en dehors du cadre de réflexion d'un document de planification. C'est-à-dire, on ne s'est pas dit on va le faire dans le cadre du PLU, on va le faire dans le cadre du document de planification, parce que on croit que
en fait, ces cadres sont quand même un peu trop restrictifs pour penser des questions comme l'énergie. Il faut ensuite intégrer ces questions-là, les décliner dans le PLU, j'en parlerai à la fin, mais je crois que c'est important d'avoir au début une réflexion qui est un peu déconnectée de ce cadre, affranchie de ce cadre, pour saisir les questions urbaines plutôt dans leur dynamique que dans leur traduction réglementaire. Alors, rapidement, il faut savoir que en amont des travaux que je vais vous présenter dans les diapos suivantes, il y a eu 2 travaux un peu structurants. L'un fait à l'agence d'urbanisme à gauche, donc qui est un travail à partir de nos bases SIG, un travail de modélisation du parc bâti, en gros qu'on a modélisé en 3D et sur lequel on a fait des calculs à partir de la RT de 88 pour estimer les besoins de chauffage à l'échelle de la parcelle. Pour avoir une idée, même approximative, de la demande en énergie actuelle à une échelle assez fine. Parallèlement, l'ALEC, dans le cadre du plan climat, a fait pour sa part un travail plus prospectif sur les énergies renouvelables, donc c'est le tableau qui est à droite, pour regarder comment, en fait, ces 83% d'énergie renouvelable, finalement, où est-ce qu'on pouvait les trouver, dans quelles sources d'énergie on pouvait les trouver. Donc là, dans ce tableau, on a source par source, pour la chaleur, et le même travail a été fait pour l'électricité, les différentes sources mobilisables, leur volume de production en 2007 et le volume de production à mobiliser en 2050. Et en gros, à partir de ça, la question posée, ça a été comment mettre en adéquation la demande en énergie actuelle, qu'il faudra réduire de 2 tiers, avec les énergies renouvelables disponibles sur le territoire, telles qu'identifiées par l'ALEC. Et donc ce travail de mise en adéquation en fait, entre l'offre et la demande en énergie, renouvelable principalement à l'horizon 2050, eh bien, l'originalité de notre travail, c'était de conduire cette mise en adéquation à l'échelle du tissu urbain. C'est-à-dire que la question énergétique, on a essayé de s'en saisir non pas à l'échelle du bâtiment, mais à l'échelle du tissu urbain. Sur la métropole bordelaise, donc sur Bordeaux Métropole, on a en gros, d'un point de vue des tissus résidentiels, de l'habitat, parce que dans un premier temps, on s'est intéressé uniquement à l'habitat, on a 4 tissus caractéristiques. Le premier, c'est ce qu'on appelle le tissu de centralité. C'est des tissus qui sont issus du PLU de 2006, qui est un PLU intercommunal à 28, enfin à l'époque à 27 communes. Donc le premier tissu, c'est un tissu de centralité, des immeubles de pierre de taille, mitoyens, qu'on retrouve dans le centre de Bordeaux et dans le centre des communes de la métropole. Le deuxième tissu, c'est un tissu un peu spécifique à l'agglomération bordelaise, qui est ce qu'on appelle un tissu d'échoppes. Les échoppes sont des maisons de ville en pierre, également en pierre, de taille mitoyenne, 1 ou 2 étages, et qu'on trouve donc en continuité du tissu de centralité. On a un troisième tissu qu'on appelle le tissu diversifié, qui est en gros un tissu qui marie des immeubles d'après-guerre avec du petit pavillonnaire. Et le quatrième tissu, qui là n'a rien d'original, c'est les nappes pavillonnaires. Donc en ce moment sur cette carte, dont on voit l'importance en termes de superficie au sol. À partir de ces 4 tissus, ce qu'on a essayé de regarder, c'est à partir de zooms faits sur chacun des tissus, de zooms sur des secteurs caractéristiques des tissus, on a essayé de regarder de quoi était composé spécifiquement ce tissu, comment ces bâtiments fonctionnaient d'un point de vue thermique, au niveau individuel, au niveau plus global à l'échelle du quartier, quelles sont les ressources énergétiques adaptées à ce tissu et quels pourraient être les coûts donc, de mutation énergétique vers des ressources renouvelables. Excusez-moi.
Alors, je vais vous présenter le travail sur un de ces tissus, donc le tissu diversifié dont je vous ai parlé, où il y a donc ces grandes copropriétés d'après-guerre avec du pavillonnaire. On a pris un secteur dans le centre de Mérignac, une des communes importantes de la métropole, où sur cette carte, on a fait figurer en orange justement ces grandes copropriétés et en bleu les grands équipements. En jaune, ce sont des petits projets de construction, des sites de projets de petite taille à l'échelle de l'agglomération, qui sont donc projetés sur le secteur. Ce qu'on a constaté, c'est que d'un point de vue morphologique, le fait qu'on ait ces grosses copropriétés et ces grands équipements publics, donc des gros consommateurs énergétiques, en fait, ça appelle une solution de mutation énergétique qui est celle du réseau de chaleur. Pourquoi ? Parce que ces gros consommateurs permettent de garantir une densité énergétique élevée. On sait que c'est un critère important de faisabilité technique des réseaux de chaleur. Et comme en plus sur ces ensembles de logements, on a un nombre important d'ensembles d'habitat social, couplé avec les grands équipements, on a, je dirais, un certain nombre d'acteurs publics ou parapublics qui peuvent être moteurs dans le fait d'initier une dynamique de réseau de chaleur sur ces tissus. Donc, je dirais, la morphologie urbaine de ce tissu a appelé une solution de mutation énergétique spécifique qui est le réseau de chaleur, dont on sait qu'elle est intéressante dans les zones denses de nos agglomérations, puisque le réseau de chaleur permet d'apporter massivement en centre-ville des énergies renouvelables, plus massivement qu'à l'échelle individuelle de chaque logement. Sur les tissus plus centraux, on a également fait des zooms, et ce qu'ont montré ces zooms, c'est qu'on avait également une densité énergétique élevée, très élevée même, puisque c'est des tissus assez denses, même quand on est dans des échoppes. Et du coup, comme le réseau de chaleur reste quand même une entrée importante de la transition énergétique, il y a eu l'idée de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas également faire des réseaux de chaleur sur ces tissus ? Le problème de ces tissus, c'est qu'on est sur des tissus très contraints d'un point de vue foncier, donc on n'a pas forcément la place pour créer des chaufferies. Et, des chaufferies pour les réseaux de chaleur, ça prend quand même beaucoup de place. Moins si on fait de la géothermie, mais beaucoup si on fait de la chaufferie bois. En revanche, il se trouve que sur l'agglomération bordelaise, on a un contexte particulier, puisque l'on a en cœur d'agglomération, le long de la Garonne, un certain nombre de friches industrielles qui sont en pleine phase de reconquête. Donc ces friches industrielles, ce sont les taches marron que vous voyez sur cette carte. Et il y a bien sûr dans la perspective du recentrage urbain, de la lutte contre l'étalement urbain, des projets urbains importants sur ces friches industrielles. Projet important assez connu, c'est notamment le projet Euratlantique, qui est une opération d'intérêt national sur la partie sud. Et naturellement, la plupart de ces projets, qui sont des écoquartiers, s'accompagnent d'une réflexion en termes de création de réseaux de chaleur. Sauf que, comme ça a été dit tout à l'heure, on sait bien que l'enjeu sur la mutation énergétique, c'est pas tant le neuf que l'existant. Et donc on s'est dit, est-ce qu'il ne serait pas intéressant finalement de mutualiser ces réflexions qui se font dans le cadre d'opérations d'aménagement avec des objectifs de mutation énergétique dans l'existant, dans des tissus constitués. Et donc on a fait une proposition qui illustre un peu cette carte de façon très prospective, un peu théorique, voire presque irréaliste, mais on a fait l'hypothèse, là, ce que vous voyez sur la carte, c'est sur la plupart des sites de projet, on a posé une chaufferie de 50 MW de puissance, donc c'est très important. Et on a regardé cette chaufferie, finalement, quels besoins elle pourrait couvrir si on la dédiait, pas au site de projet, mais au tissu environnant. Et donc les hachures, ça montre finalement ce que couvrirait la chaufferie si
elle était basée sur le site de projet où on a du foncier, mais pour desservir l'existant dans son état actuel. Donc ça donne cette couverture. Si on a fait la même carte avec l'existant rénové en niveau BBC, et on couvre toute la zone de centralité et des shops dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, bien sûr, c'est assez irréaliste, c'est des grosses chaufferies, on ne va pas les installer sur des sites de projet uniquement pour desservir l'existant, mais c'était pour, je dirais, enclencher une dynamique qui est de dire on est très vertueux sur des sites de projet, des écoquartiers où on a la place, où on a les moyens de faire des choses très bien, mais c'est dommage de ne pas regarder autour parce que c'est là qu'il y a des enjeux. Et à partir de ces différentes pistes, finalement, ça nous a... Je vais vous donner un exemple concret sur le secteur de l'Atlantique. Voilà ce qui s'est passé sur le secteur de l'Atlantique. Donc la première opération du secteur de l'Atlantique, c'est la ZAC Saint-Jean-Belsier autour de la gare Saint-Jean-Belsier, la gare principale de Bordeaux. Et donc en gris, vous avez le projet de bâtiment neuf de la ZAC avec ses différentes phases. L'EPA, l'établissement public d'aménagement, donc a fait travailler un bureau d'études pour un réseau de chaleur. Donc la proposition du bureau d'études à l'origine, c'était effectivement de faire un réseau qui dessert ces bâtiments neufs. Et selon un peu le principe que je viens de vous décrire, on a cartographié les ensembles d'habitat social à proximité de cette ZAC et les équipements publics importants à côté de cette ZAC, petit ou grand équipement public à côté de cette ZAC. Et la proposition, à partir de là, ça a été assez naturellement de proposer au scénario de base des extensions de réseau pour avoir un réseau de chaleur, je dirais, qui sort du périmètre opérationnel, mais qui pose ce qu'on a fini par appeler un principe de solidarité entre le neuf et l'existant, pour essayer d'initier l'idée que la dynamique sur le neuf doit faire levier sur l'existant. Voilà. Et finalement, cette solution a donné lieu au fait que pour la DSP du réseau de chaleur sur la ZAC, faut que j'arrête. Sur la ZAC, en fait, il y a un périmètre ferme qui est celui de la ZAC et un périmètre élargi qui est celui de l'existant autour. Voilà, donc en gros, on a mis en évidence deux types de modèles de développement de réseau de chaleur. Un à partir de consommateurs existants qu'on peut étendre à des sites de projet de petite ampleur, et un autre qui est basé sur, donc à droite, sur un site de projet important avec un réseau de chaleur qu'on étend à l'existant, les bâtiments rouges. Une dernière diapo pour parler du dernier tissu qui est le pavillonnaire. Alors, ce qui est intéressant de voir sur le pavillonnaire, c'est que quand on regarde le poids qu'il représente en termes de logement, on voit qu'il représente 31% des logements de la métropole. Quand on regarde le poids qu'il représente en surface habitable, il représente déjà un peu plus, 40%, parce qu'effectivement, la taille moyenne des logements dans le pavillonnaire est plus importante que dans les autres tissus. Et puis quand on regarde la part qu'il représente en termes de besoins de chauffage, il représente quasiment la moitié, parce qu'au mètre carré de logement, les besoins sont plus élevés dans le pavillonnaire qu'ailleurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous comprendrez probablement pourquoi. Donc, on voit bien que sur un tissu comme ça, un tiers des logements, mais la moitié des besoins, l'enjeu principal, c'est la rénovation thermique. Donc, on a mis en place un groupe de travail avec la Fédération du bâtiment, la CAPEB, le CAUE, les espaces Info-Énergie, les ABF, la ville de Bordeaux, pour réaliser des fiches de travaux types pour la rénovation thermique à destination du grand public et des entreprises pour avoir un peu une logique globale des acteurs sur la rénovation thermique. Je vais juste conclure pour reboucler avec le PLU, parce que c'est quand même un des sujets de l'atelier. Donc vous voyez ce travail, finalement, pour l'instant, je n'ai pas vraiment parlé d'urbanisme réglementaire. Comment il peut se traduire dans le PLU? Alors, sachant qu'aujourd'hui, on révise nous, notre PLU, qui est un PLU intercommunal, et on le révise donc dans un cadre de démarche intégrée, PLU, PLH, PDU. En fait, vous voyez là, dans notre travail, on fait quand même la part belle au réseau de chaleur. Aujourd'hui, la question des réseaux de chaleur, c'est assez délicat de s'en saisir dans le cadre d'un PLU, parce que, comme vous le savez probablement, imposer le raccordement à un réseau de chaleur,
Ça relève d'une procédure de classement de réseau qui est indépendante donc, de la procédure de PLU. En revanche, ce qui est important dans un PLU, c'est malgré tout d'établir sur un certain nombre de secteurs des droits à construire qui permettent des densités rendant viables techniquement des réseaux de chaleur. Notamment quand on est sur des grandes emprises de friches qui vont être reconquises, on va avoir beaucoup de logements BBC et du coup la densité énergétique va être assez faible. Donc il y a toujours cette question d'être au-dessus des seuils ADEME pour rendre viable un réseau de chaleur, dégager des fonds également. Donc c'est important d'avoir des densités urbaines élevées pour permettre une densité énergétique importante. C'est là aussi où c'est intéressant de raccrocher des bâtiments existants proches parce que ça permet d'augmenter la densité énergétique. Sur tout ce qui est rénovation thermique, dans le PLU, on peut dire des choses un peu, par exemple, en ne prenant pas en compte dans le calcul de l'emprise au sol du bâtiment l'épaisseur nécessaire à la mise en place de matériaux d'isolation par l'extérieur pour l'existant, par exemple. Donc, on va encourager, en ne pénalisant pas, on va dire, c'est pareil pour les ENR, on peut ne pas les prendre en compte dans le calcul des hauteurs. Voilà. C'est plutôt en ne pénalisant pas qu'on va pouvoir agir sur la rénovation ou sur le développement des ENR dans le cadre du règlement. Après, quand on a la possibilité d'avoir un PLU intégré avec donc un volet PLH, bien sûr, on peut dire beaucoup plus de choses. On peut apporter, on peut mettre en place des dispositifs d'aide financière, des conseils. Donc, à terme, effectivement, les fiches que l'on fait là vont être intégrées comme annexe technique au PLU 3.1. Mais sur ce sujet, Nancy en dira beaucoup plus que moi. Merci. Merci beaucoup. Peut-être que je propose que vous réserviez vos questions et que l'agence de Nancy puisse intervenir tout de suite, comme ça, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait sur la même problématique, mais en même temps, j'ai peur par rapport à l'heure, d'autant plus qu'on allait jusqu'à 4h30 et qu'étant donné qu'on est dans cette vaste salle et qu'un atelier, ou, enfin, je sais plus quoi, a lieu à 16h30, il faut qu'on quitte à 16h20. Donc, je laisse la parole du coup plutôt à Nancy tout de suite, qui va nous faire part de son expérience sur la réhabilitation thermique justement du parc privé du Grand Nancy. Grand Nancy qui est aussi une de ses spécificités sur un SCOT très vaste, un large territoire. Donc bonjour à tous. C'est Foumi Aminou, directeur d'études à l'agence d'urbanisme de Nancy. Ça fait une très bonne transition par rapport à la présentation de Bordeaux à l'instant, parce que mon propos va être porté essentiellement sur la réhabilitation du parc privé. Vous pouvez passer les slides? Attends, vas-y. OK. Donc, pour commencer, quelques mots sur le Grand Nancy pour vous situer. Donc, le Grand Nancy, c'est une agglomération de 20 communes qui totalise aujourd'hui un peu moins de 259 000 habitants. Cette agglomération a une particularité parce que c'est la première agglomération française qui a lancé le programme local de l'habitat, le PLH. Donc le PLH a été plus ou moins inventé au Grand Nancy. Donc aujourd'hui, nous sommes au 6e PLH. Donc c'est une agglomération qui a un savoir-faire, une ancienneté en matière de rénovation du parc ancien. Aujourd'hui, on a fait pratiquement 28 opérations programmées d'amélioration d'habitat. Mais ce sont des actions qui concernent essentiellement le parc privé ancien, dans les centres anciens. Au 6e PLH qui a été adopté en 2011, on avait mis en évidence des aspects énergétiques, surtout concernant le parc privé. Jusqu'en 2011, la problématique du parc des copropriétés privées était essentiellement regardée sous l'angle de la dégradation. Donc, on parlait de dégradation du parc des copropriétés à l'époque, les problématiques d'entretien, d'impayés de charges, de loyers, des choses comme ça. Mais là, on a mis en évidence vraiment une nécessité de passer au stade supérieur et voir comment la problématique énergétique est importante sur ce parc. Et également, nous avons mis en évidence la nécessité de traiter le parc pavillonnaire des années 50-80, parce qu'on est parti d'un constat que ce parc accueille aujourd'hui des ménages qui sont de plus en plus âgés,
Ce sont pour la plupart des ménages de la première génération qui ont toujours habité dans ce parc. Donc pour nous, c'était d'une part un enjeu social en dehors de la problématique de l'habitat. C'est aussi un enjeu social. Tu peux passer. Donc, mon exposé va porter sur 2 actions qu'on a mises en place et qui découlent du 6e programme local de l'habitat. La première action s'appelle CoProActif. Donc, c'est un dispositif expérimental d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui a été mis en place par le Grand Nancy pour aider les copropriétés à passer en phase opérationnelle, parce qu'on a aperçu que naturellement, les travaux ne se font pas dans les copropriétés. Donc, il fallait trouver des méthodes pour booster les travaux dans ce secteur. Et la deuxième action que je vais présenter, c'est l'étude qu'on a menée sur les secteurs pavillonnés. Ça va être des exemples assez concrets. Donc, le CoProActif, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif expérimental, comme je vous ai dit à l'instant, qui vise donc à accompagner les copropriétaires volontaires pour une rénovation globale de leur parc. L'idée, c'est en fait de les assister pour qu'ils arrivent à voter des travaux dans leur copropriété. Donc, on va les accompagner pour leur apporter une méthodologie de projet. Donc, ce travail de mobilisation est réalisé localement par la société publique locale Grand Nancy Habitat. C'est anciennement la RIM. Donc la SPL est également accompagnée par l'agence locale d'énergie qui est l'ALEC aujourd'hui. En fait, j'ai oublié d'ajouter le C. Donc ça a été transformé en ALEC. Mais comme ce sont des projets assez vastes, assez importants, parfois, en fonction des besoins, on est également accompagné par d'autres partenaires locaux comme l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires indépendants, des fois pour faciliter les contacts avec les propriétaires, également la FNAIM, mais bien évidemment l'ANA qui participe au financement. Le travail qu'on a fait sur les copros, donc pour les présenter de manière pragmatique, est séparé en 3 étapes. Donc, avant de rentrer en contact avec la copropriété, on va voir le syndic pour expliquer cette démarche communautaire et l'accord du syndic et de la copropriété passe par la signature d'une charte. Donc, la copropriété signe une charte d'engagement de participation à ce dispositif avec le Grand Nancy. Donc, dans la première phase de cette mission, on fait un état des lieux assez, je dirais, général. Donc, c'est un état des lieux qui permet de connaître l'état du bâti de manière succincte, une analyse juridique, économique et sociologique du bâtiment pour voir les ménages, le niveau de revenus et tout ça. Et ensuite, on fait une présentation de ces résultats à tous les copropriétaires pour vulgariser l'information. Et ensuite, on peut laisser là. Et ensuite, une fois on a réussi à les convaincre, on fait un cahier des charges pour recruter des bureaux d'études techniques. Donc, en général, on demande un groupement d'architectes, de bureaux d'études techniques et de thermiciens, de manière à ce qu'il y ait un programme d'ensemble, un programme complet par une même équipe. Donc, ensuite, à la fin de cette étude technique, la société publique locale intervient pour vulgariser, simplifier l'information parce que ce n'est pas très facile de présenter des résultats techniques à des copropriétaires. Donc ça, c'est une phase assez primordiale pour faire passer les messages. Une fois on arrive à convaincre la copropriété de l'intérêt de faire des travaux, pendant ce temps également, la SPL fait un montage financier de l'opération, recherche tous les financements qui sont utiles, qui sont nécessaires pour cette opération. Et on arrive à une phase de vote de travaux et la copropriété est accompagnée tout le temps par la SPL. Pour vous donner une idée, il faut compter environ 2 ans pour qu'une copropriété suivie passe à l'action. Donc c'est quand même un travail de longue haleine, ça ne se fait pas si facilement que cela. Tu peux avancer. Bon, là je vais passer parce que c'est un détail de toutes les étapes que je viens de vous expliquer. Juste quelques chiffres ici. Le travail qui a été fait aujourd'hui nous a permis de contacter un peu plus de 30 copropriétés qui regroupent 2900 logements. Si je compte en lot parce qu'il y a des box, il y a autre chose, il y a des locaux d'activité parfois, on arrive à plus de 6000 lots. Donc parmi une trentaine de copropriétés qui ont été contactées, aujourd'hui plus de la moitié ont signé une charte
Donc, ils sont bien engagés dans la démarche et deux copropriétés ont abouti en phase de travaux. Donc là, je vous présente de manière succincte un des immeubles qui ont été suivis. C'est un immeuble de 1961, un immeuble en ce qu'on appelle façade rideau, un immeuble de 7 étages, comportant 13 logements et 2 cellules commerciales au rez-de-chaussée. Donc, les études menées ont montré qu'on pouvait passer, aujourd'hui, cet immeuble est classé F. Donc, les travaux visent soit à passer en C ou en étiquette B. Donc, on voit sous cette slide les chiffres. Ce sont des sommes assez importantes. On a aide comprise. Là, j'ai donné le chiffre d'un F4. Il faut quand même investir 57 000 € pour faire des travaux pour que ce logement soit bien réhabilité pour passer de la classe F et C, à C, pardon. Quelques mots sur les freins qu'on a constatés pour ces travaux, pour passer à l'action. Donc, c'est évidemment le coût des travaux, mais on a quand même réussi à collecter pas mal, en tout cas, à trouver des financements qui ont permis d'abaisser les coûts des travaux. Un autre facteur qui a apporté des surcoûts, c'est qu'on est dans un périmètre ABF. Et ce qu'on avait surtout constaté, c'est l'instabilité des aides. Il y avait des aides régionales qu'on avait en début de mission et qu'on n'avait pas à la fin. Donc, on peut voir quand même comment la fluctuation des aides peut impacter un projet. Donc, je passe à la deuxième étude, la deuxième action qu'on a menée. La deuxième action, c'est une étude, en fait, au départ, c'était une étude pour bien connaître la problématique des secteurs pavillonnaires dans l'agglomération, et aussi pour mettre en place des actions. Comme je vous ai dit en préambule, le secteur pavillonnaire est assez important sur l'agglomération. C'est pratiquement un tiers du parc, 32 000 logements, et c'est assez important. Donc l'idée a été d'étudier un secteur pavillonnaire par commune. Le Grand Nancy est constitué de 20 communes. Donc on a retenu par commune un secteur, comme on dit, représentatif du parc pavillonnaire. Et comme souvent, les architectures, on les retrouve dans d'autres quartiers. Donc, on a fait en sorte qu'au niveau de l'échantillonnage, on n'a pas de même modèle. Donc, ce qui nous a permis de pouvoir identifier les différents modèles architecturaux qu'on peut trouver sur l'agglomération. Donc, sur ces 20 secteurs pavillonnaires qu'on a étudiés, qu'on a identifiés, donc c'est un travail qui est fait conjointement par le Grand Nancy, les mairies de chaque commune, et on a envoyé presque 2900 courriers. Ça correspond à 2846 pavillons. Donc chaque propriétaire de ces pavillons a reçu un courrier expliquant la démarche. Et sur les 2846 pavillons qui ont été enquêtés, on a quand même eu un taux de retour assez intéressant, 40%. Tu peux continuer ? Donc ici, vous avez juste en visuel quelques modèles de pavillons qu'on a identifiés sur l'agglomération. Donc pour faire cette étude, il y a une démarche assez intéressante. Donc il y a deux types d'études en fait. Il y a d'abord une étude socio-démographique qui est basée sur l'enquête auprès des ménages qui a été réalisée. Et on mène dans chaque commune aussi, on fait des réunions publiques avec, auprès de la population pour expliquer la démarche, l'intérêt de cette étude et tout. Pour vous citer un chiffre, lors de l'enquête auprès des ménages, 80% des personnes pensaient que le logement avait un confort, comme on dit, de qualité au niveau du chauffage. Alors qu'en réalité, quand on avait fait des études techniques, ces maisons étaient toutes classées F. Donc ça montre quand même la méconnaissance des habitants en ce qui concerne la classe énergétique de leur logement. Donc l'étude sociodémographique a été couplée par une étude technique également. On a été accompagné par des bureaux d'études techniques thermiques qui ont diagnostiqué dans chaque secteur 2 maisons. Donc c'était l'idée. On a fait deux diagnostics techniques dans chaque secteur auprès des propriétaires volontaires. Cette étude est également l'occasion de regarder comment habitent les ménages, comme on avait parlé de vieillissement.
il y avait une problématique d'accessibilité également. Donc, on avait analysé les maisons pour voir les problèmes qui se posent et pour voir quels sont les travaux qu'il faudrait faire pour que les ménages vieillissants puissent habiter. Où est-ce que ça vaut la peine de faire ces travaux? Toutes ces questions ont été posées. Et toutes ces analyses, les données collectées ont été traitées, qui ont fait l'objet de présentations à nouveau dans les communes. Donc, c'était une phase de sensibilisation assez intéressante. Bon, ici, je passe, c'est uniquement pour vous présenter le modèle de tract qui a été distribué dans les communes. Donc, ça montre quand même que les populations étaient très bien informées de tout ce qu'on allait faire. On continue, on peut continuer. En gros, pour synthétiser, une fois qu'on avait fait ces études par quartier dans l'agglomération, on est arrivé à identifier les types de travaux qu'il faudrait faire. Par rapport à une première étude qui avait été réalisée dans un quartier il y a quelques années, qui avait proposé un seul modèle de traitement, on s'est aperçu qu'en fait, quand on vous fait un traitement global d'un quartier pavillonnaire, d'un pavillon, c'est toujours très cher. Donc les gens, en fait, ne passent pas à l'acte. Donc on a imaginé plutôt des scénarios qui permettent, en fonction des finances des gens, de pouvoir y aller graduellement. Donc on peut commencer par le scénario 1, qui permet de passer l'étiquette FAD. En gros, ça consiste à isoler le rez-de-chaussée, remplacer la chaudière et quelques travaux. Donc, on gagne en efficacité énergétique. Et ensuite, il y a des bouquets de travaux qui permettent de passer en scénario 2. C'était une des techniques qu'on avait trouvées qui permettent aux ménages de passer à l'action. Ce que j'avais oublié de vous citer aussi, c'est lors de l'enquête, on a quand même identifié presque 500 ménages qui étaient éligibles aux aides de l'ANA, qu'on a sensibilisé et qui, en tout cas, dès la première année, une vingtaine d'entre eux ont fait des travaux tout de suite. On fait des travaux sur le pavillon. Donc, ce travail n'était quand même pas inutile. C'était assez intéressant sur cet aspect-là. Donc, les pistes d'intervention qu'on a identifiées, c'est donc l'information ciblée. L'idée, ce serait donc d'avoir des fiches types pour chaque modèle de pavillon, comme Bordeaux voudrait faire aussi. Ces fiches vont être déposées à la maison de l'habitat, dans toutes les mairies. On travaille également avec les notaires et les agences immobilières aussi et la Fédération des bâtiments pour connaître les types de travaux à faire dans ces maisons. On a également regardé le milieu urbain sur certains lotissements pour voir comment on peut utiliser la densification pour financer les travaux. C'est le BIMBI. Et ce qu'on voit également, c'est l'âge des propriétaires qui n'incitent pas à faire des travaux. Donc, on est en train de pousser cette étude un peu plus loin. C'est la prochaine phase qu'on va engager, c'est étudier avec des agences immobilières la valeur réelle de ces maisons pour voir aujourd'hui si une personne âgée veut vendre sa maison, combien elle peut en tirer, et ensuite, est-ce que le produit de la vente peut lui permettre d'acheter un appartement neuf s'il quitte le quartier. Et aussi, c'est une des pistes qu'on est en train d'explorer pour la suite. Merci. Bon, je pense que je m'arrête là. Eh ben, merci beaucoup pour ces exemples très intéressants. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit pour l'expérience bordelaise ou l'expérience de Nancy ? Oui, bonjour, Eric de Orsola, toujours de Massy. Je vais poser une question de bon sens. Quand on voit que faire des travaux pour un F4, c'est 50 000 à 70 000 euros pour rester dans la même surface, je ne suis pas sûr que ça déclenche l'enthousiasme. Donc ça, c'est une première question. C'est-à-dire que concrètement, voilà, c'est quand même le problème. Hein. Les gens ne sont pas prêts à financer des travaux à ces hauteurs-là. Et la deuxième question que j'aurais, c'est concernant ce qu'on appelle ne pas tuer le gisement. Quand on voit les chiffres que vous donnez pour passer de F à D, c'est 10 000 euros, donc c'est encore accessible, on va dire. Et on gagne 2 classes. Pour gagner une classe supplémentaire, il faut remettre 20 000 euros pour monter à 30 000. Et pour regagner une classe, il faut remettre 20 000 euros.
Il y a un peu une contradiction entre le discours qu'on a l'habitude de dire qu'il faut faire des travaux massifs et pour aller attaquer directement une rénovation importante, viser B par exemple. Et finalement, les chiffres montrent que il vaut mieux mettre 10 000 et puis gagner 2 classes. Donc il y a un peu une contradiction entre le discours général, il ne faut pas tuer le jugement, et vos chiffres qui incitent plutôt à faire petit à petit, quoi. Donc je ne sais pas quel est le discours que vous voulez tenir par rapport à ça. La réalité, c'est la réalité du marché, parce qu'en fait, on a constaté, là je ne vous ai pas présenté un autre cas, il y a un quartier une commune sur l'agglomération ancienne, où il y a eu un projet avec un aménage, comment on dit, rénovation globale des maisons. Donc il y a 1300 pavillons, ils ont fait un projet, ils ont créé une scope, c'était vachement un truc intéressant. Mais on s'aperçoit au bout d'1 an, au bout de 2 ans, en fait, que personne ne réalise de travaux parce que le coût global de rénovation de ces pavillons était très important, donc 40-50 000 euros. Donc suite à cette expérience, on s'est dit, il faut trouver d'autres techniques. C'est-à-dire que même si on n'arrive pas à rénover un pavillon de manière globale, si on gagne déjà 2 étiquettes, c'est un début. Donc, parce qu'on se met aussi à la place des primo-accédants qui achètent, il ne faudrait pas que ces maisons soient trop chères tout de suite. Si ces primo-accédants peuvent acheter un pavillon à 180 000 euros, en investissant 10 000 tout de suite, ça permet déjà d'avoir un confort thermique pour commencer la vie. Et ensuite, en complétant les travaux comme on a imaginé, on peut améliorer progressivement la maison, parce que sinon, on ne passera jamais à l'acte. C'est le constat. Peut-être juste, est-ce que tu peux nous expliquer ou détailler pour les participants justement le BIMBI et cette possibilité finalement de... Ah oui. En fait, aussi ce qu'on a constaté, quand on est en lotissement parfois, les parcelles sont relativement grandes. Donc en détachant une partie de la parcelle qu'on peut vendre 40 000 ou 30 000 euros, pour construire un autre pavillon, cet argent, on peut l'utiliser pour rénover la maison. Ça, c'est une des idées qu'on essaie de vendre aussi, mais ce n'est pas praticable partout, parce que parfois les parcelles sont trop petites, mais parfois c'est faisable. Les lotissements récents, c'est pas possible, parce que les parcelles sont de 400 mètres carrés, donc c'est pas possible. Mais par contre, pour toutes les générations des lotissements des années 60 à 80, il y a des solutions. Il y a un gisement qui est très important. D'autres questions dans la salle? Moi, j'en avais une pour Bordeaux. Du coup, dans le cadre de la révision du PLU, donc le travail que vous avez mené là avec l'Agence locale de l'énergie, j'imagine que, parce que tu n'as pas pu nous présenter tout à l'heure le dispositif, mais j'imagine qu'il y avait sans doute un comité technique qui vous suivait, sans doute des élus, vous avez fait des rendus. Pour pouvoir aller jusqu'à traduire ça dans le document d'Urba et donc en édicter des règles qui sont un peu valables pour tout le monde, ou en tous les cas des règles précises selon les quartiers. J'imagine qu'il faut qu'il y ait un soutien politique important et qu'il y ait quand même une motivation aussi de la promotion et des acteurs privés qui font la ville. Est-ce que aussi bien du point de vue politique que des acteurs privés, il y a ce travail peut-être de vulgarisation disons que ça fonctionne là. Effectivement, il y a notre étude a été, il y a eu un COTEC, un comité technique adossé à notre travail, comité technique donc qui réunissait des représentants de la CUB, de la ville de Bordeaux, qui vit toujours d'ailleurs de l'ADEME, puisque c'est également une étude qui a été financée, qui fait l'objet d'une subvention de l'ADEME. Et ensuite, à partir de ça, on a fait un groupe de travail spécifique pour essayer de travailler sur le lien entre PLU et ce travail de planification énergétique. En fait, aujourd'hui, ce qui est un peu compliqué, c'est quand même l'imbrication de la question énergétique dans le cadre réglementaire du PLU. Parce que le législateur a ouvert des outils, comme par exemple le fait d'imposer des performances énergétiques environnementales renforcées sur certains secteurs. Ça, c'est intéressant sur le principe, mais quelle performance énergétique renforcée, aller au-delà de la RT 2012, imposer un mix énergétique important,
Mais est-ce que le PLU, c'est le bon cadre pour imposer ces performances renforcées-là? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt contractualiser avec les opérateurs en direct, justement? Pourquoi sur certains secteurs et pas sur d'autres? Donc ça pose tout de suite la question de l'égalité territoriale. Donc en fait, d'un point de vue politique, c'est vrai que c'est des outils techniques qui sont pas forcément pensés dans leur appropriation politique, parce que ça pose des questions d'appropriation politique un peu complexes. C'est pareil, il y a le bonus de constructibilité, par exemple, qui pourrait être un outil intéressant. Mais bon, aujourd'hui, le bonus de constructibilité pour performance énergétique renforcée, il n'a pas été mis à jour sur la base de la RT 2012. C'est toujours de la performance renforcée à partir de la RT 2005. Donc là, il y a un vide juridique qui fait qu'on ne peut pas vraiment servir de cet outil-là. C'est pas facile aussi, nous, sur notre agglomération, de faire passer des questions de densité. On a une agglomération connue pour être assez basse au niveau des niveaux, pour avoir ce qu'on appelle même un droit au ciel. Donc c'est compliqué, parce que quand des gens motivent les élus pour atteindre un certain niveau de densité, puis qu'après on va leur dire, bon, en plus on va aller un peu plus loin, on va faire en plus un peu de bonus de constructibilité si on a une performance énergétique renforcée, ça aussi c'est pas facile. Donc c'est vrai qu'il y a des blocages, enfin il y a des blocages à la fois au niveau technique, soit d'un point de vue purement juridique, soit au niveau politique, parce que finalement ces outils qui sont intéressants sur le principe, ces outils réglementaires finalement, posent quand même des questions politiques dont je ne sais pas si elles sont toujours appréhendées dans la conception même des outils. Par exemple, sur le BIMBI, on en parlait tout à l'heure, c'est intéressant le fait de dire on va détacher une partie de la parcelle pour financer la rénovation thermique de l'existant. Le problème, c'est comment on garantit le fait que l'argent qui va être détaché, enfin, qui va être issu de la revente de la parcelle, va être fléché vers la rénovation thermique de l'existant. Aujourd'hui, on a quel outil pour faire ça? C'est compliqué. Est-ce que ça... Juridiquement, est-ce qu'on peut l'écrire dans un PLU? Est-ce que c'est dans le PLU qu'il faut l'écrire? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt le contractualiser? Mais en même temps, on ouvre des droits via le PLU. Enfin, c'est assez compliqué quand même, hein. Ces sujets-là. Dès qu'on marie, je dirais, du financier avec du réglementaire, on est vite dans des sables mouvants. Mais ça n'interdit pas d'y réfléchir, et tout. Est-ce que vous avez une question, la salle, à poser à nos deux intervenants? 3. Maud, s'il y a une question arabe. Sinon, je vais peut-être proposer à l'ADEME de venir conclure et puis ouvrir en tous les cas les suites de notre travail. Et puis j'essaierai de tirer un petit peu... une conclusion de ce que nous avons vu là cet après-midi. Merci. Je ne sais pas si... Ouais, parfait. Merci Muriel. Donc juste quelques mots aujourd'hui pour repositionner l'implication et l'engagement de l'ADEME sur ces sujets, en particulier donc, sur le sujet de la planification. Car, comme vous le savez, l'ADEME est opérateur de la transition énergétique. Et pourtant, quand on regarde les projets de loi pour la transition écologique, pour la croissance verte, qui est aujourd'hui en discussion au Parlement, on s'aperçoit que, mis à part les politiques sectorielles, donc on retrouve les bâtiments, bien sûr, donc la rénovation énergétique des bâtiments, on retrouve la mobilité via une politique de déplacement, une politique servicielle de la mobilité, et aussi via les relations avec la qualité de l'air et la mobilité. On retrouve l'animation territoriale, mais on ne retrouve pas de manière explicite la place de la planification et l'urbanisme dans la transition énergétique. Et pourtant, pour ces différentes politiques sectorielles, on peut bien retrouver les liens. Donc ça a été évoqué, la place par exemple pour décrire, pour transcrire des objectifs de performance énergétique renforcés, notamment pour la rénovation des bâtiments, voir quels sont les liens entre PPA et PDU, ça a été évoqué aussi,
ou encore la place de l'animation territoriale et des liens entre des outils d'orientation stratégique des types PCET. On aura donc, ça a été évoqué, on aura bientôt, grâce à la LTE, en tout cas si c'est maintenu, un PCAET, donc là où les volets R sera aussi intégré. Et donc je disais l'articulation entre ces documents d'orientation stratégique et ces documents plutôt des planifications réglementaires des types SCOT et PLU. Donc l'ADEME est convaincue du rôle primordial que la planification peut jouer dans la transition écologique au-delà de ces logiques sectorielles. Et donc c'est pour ça qu'au-delà des différentes stratégies que l'ADEME a mis en place, notamment pour la rénovation énergétique des bâtiments, pour la mobilité, pour la qualité de l'air, nous nous sommes dotés également, depuis 2012, d'une stratégie urbanisme qui se décline donc sur 3 axes pour voir quelles sont donc les actions les plus opérationnelles, les plus efficaces à mettre en place pour décliner la place donc de la planification de la transition écologique et énergétique des territoires. Donc je disais 3 axes pour la stratégie urbanisme. Donc un axe qui est plutôt orienté vers la recherche. Donc nous travaillons sur la recherche de la ville et des territoires au sens large pour essayer de décliner des résultats opérationnels pour les acteurs de la ville. Donc via par exemple des travaux sur la modélisation territoriale. Ça a été évoqué aujourd'hui. Il y a une question forte sur les questions des données, sur la question de l'utilisation des données et sur la question de la manière ces données peuvent être utilisées pour modéliser, pour simuler les performances des territoires. Et ça rejoint la question qui a été posée par un monsieur, je ne me souviens plus, mais sur la question de l'évaluation, car comment on peut en effet mesurer les progrès. Ensuite, la question des partenariats, donc ça a été dit par Brigitte, nous avons décidé depuis 2013 de travailler avec l'AFNO. Il y a d'autres partenaires qui sont à côté de nous. Nous travaillons avec l'ANRU, nous travaillons depuis le début aux côtés des ministères pour la mise en place de la politique ville de demain, notamment via les écocités, les écoquartiers, et puis avec l'ANRU, notamment dans le cadre du nouveau PNRU, parce qu'on considère que c'est une priorité, notamment pour travailler sur la ville existante. Et puis aussi, je voulais évoquer le travail avec l'Institut pour la ville durable, car nous sommes en train de préfigurer un Institut pour la ville durable et l'ADEME est impliquée dans ces travaux, car il est essentiel de voir comment capitaliser, comment concentrer nos efforts pour ensuite disposer des outils opérationnels qui soient mis à disposition donc, de l'échelle nationale à l'échelle locale. Et le 3e axe, donc, c'est l'axe des outils. Donc, nous travaillons pour mettre à disposition des acteurs des outils d'aide à la décision et à l'action. Donc, je citerai, pour en pas citer d'autres, donc l'AU2, donc l'approche environnementale de l'urbanisme de 2e génération, qui permet d'intégrer des objectifs énergétiques et environnementaux à la fois dans les projets urbains ou dans les grands territoires, ou jusqu'à arriver donc, à l'échelle de l'aménagement. Donc, Muriel, il était question des suites, donc c'est ce qu'on a dit. Mais les suites, c'est pour demain et pour les années à venir. Donc, c'est un gros chantier, c'est le chantier de l'évaluation, comme je disais, car on disait que ce qui est important, c'est déjà de définir les marges de progrès. Et pour ce faire, il y a des problèmes de méthode, avant tout. Donc, nous avons besoin de méthodes, d'indicateurs, des critères, de seuils à atteindre. Et après, je me répète, c'est la question des données. Donc, quelles données, est-ce qu'elles sont disponibles, est-ce qu'elles sont robustes pour faire fonctionner ces outils et ces méthodes d'évaluation. Et puis, un dernier, mais c'est justement pour fixer encore mieux les idées, c'est le problème de la culturation. Donc, une véritable culture de l'évaluation qui doit être propre à l'ensemble des acteurs pour pouvoir mesurer donc, les progrès. Donc, encore beaucoup de travail qui nous attend. Donc, merci de votre attention. Merci. Donc effectivement un message positif puisque c'est vrai que on finit sur finalement un challenge qui est le nôtre. En tous les cas, en tant qu'urbaniste, nous on est très intéressés par les outils qui viennent nous aider à gagner du temps parce que finalement, en général, quand on travaille, que ce soit sur un document qui soit portée stratégique et réglementaire, parce que les documents SCOT et plus sont d'abord des documents stratégiques. Donc les documents qui ont une retombée réglementaire prennent beaucoup de temps. Donc si
Si on en gagne sur la partie diagnostic et du coup qui nous en fait gagner sur la partie vulgarisation, c'est un bénéfice énorme pour pouvoir approfondir et justement aller jusqu'à ce niveau de détail qui a été développé par exemple par les deux agences d'urbanisme de Bordeaux et de Nancy. Hein. C'est vrai qu'il faut avoir du temps pour faire ce type de travaux, en plus avec des partenaires qu'on connaît moins. C'est vrai que les ALEC, nous on travaille depuis longtemps à Grenoble avec l'ALEC, mais on n'a quand même pas les mêmes habitudes de travail. Donc du coup, effectivement, les outils, les données doivent nous faire gagner du temps pour les consacrer à des projets et à des réflexions qui permettent d'aller au-delà de ce qu'on voit en surface, la construction neuve, mais comment on fait avec tout notre parc massif qui est... là, les exemples étaient vraiment illustraient tout à fait, je pense, un contexte très partagé d'un parc existant ultra consommateur. Et c'était très intéressant quand, à Nancy, on a appris que les personnes habitant ces logements n'en avaient pas conscience du tout. C'est-à-dire qu'ils continuent à payer sans doute des factures, que ce soit d'électricité, de gaz ou de propane, ou je sais pas, c'est des meilleurs, énormes, sans se rendre compte que finalement, à la fois du coût, parce que finalement, s'ils payent pendant 10 ans, après il y a sans doute en matière de vulgarisation encore des travaux à développer pour arriver à toucher les gens aux bons endroits. Et puis pour faire éventuellement se rejoindre les grands enjeux d'aménagement et de développement, et notamment d'intensification urbaine, et avec ces solutions de BIMBI là, qui permettraient d'affecter justement l'argent gagné sur la vente d'une partie de parcelle, on va dire, à des travaux de rénovation thermique. Pour l'instant, on n'a pas les outils réglementaires. Donc c'est vrai que en matière d'urbanisme, le législateur, depuis la loi Grenelle 2, nous a donné des objectifs dans la soutenabilité des principes d'urbanisme. Donc c'est le L110, des objectifs clairs sur la diminution des gaz à effet de serre, sur l'adaptation au changement climatique, sur la pollution de l'air, et j'en passe des meilleurs. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'outils réglementaires, on est un peu pauvre, à part cet article que tu citais. Il faut qu'on innove tout en ne prenant pas de risques, parce qu'un document d'urbanisme, c'est un document... toujours soumis à toute attaque. Hein. Vous savez que les documents d'urbanisme sont fortement attaqués, surtout les documents locaux. Les plus sont attaqués pour des vices et souvent ils gagnent sur des vices de forme bêtement, mais ça peut gagner aussi sur des vices de fond. Hein. Ça arrive plus rarement, mais ça peut arriver. En tous les cas, moi je retiens qu'on a des exemples intéressants qui se développent, qui montrent qu'on est encore assez loin quand même. On a heureusement des outils qui peuvent nous aider à aller plus loin, à approfondir la connaissance et à se donner du temps pour monter des projets plus performants du point de vue énergétique. Mais je me rends compte, en étant sur le terrain, en étant dans un secteur qui est pas en retard sur les questions de planification, au contraire, qu'on a... encore une marche énorme à monter, parce qu'il faut se dire que nous, on parle là dans les agglomérations urbaines, Grenoble, Nancy, Saint-Étienne, on a la plupart des communes qui sont déjà en plus. Donc là, les plus, ça veut dire qu'elles ont déjà intégré les questions SRU, qui ont intégré Rio, pour résumer. Hein. La majeure partie des communes de l'Isère, par exemple, sont encore en post-plan d'occupation des sols, issu de la loi d'orientation foncière de 1967, qui n'était pas du tout conçu pour les mêmes objectifs, mais alors même pour des objectifs inverses. Donc on a encore une marge de progrès monstrueuse en matière d'urbanisme. C'est plutôt positif. Il y a un côté négatif, c'est qu'on a un boulot monstrueux, mais il y a un côté positif, c'est qu'on a des leviers sur lesquels agir aux différentes échelles. Et je pense que, juste pour finir, il y a une complémentarité réelle entre les différentes natures de documents. Par moment, les énergéticiens ou les gens des plans climat peuvent se dire « Oh, mais les documents d'urbain, ça sert à rien ». Non, mais je l'ai souvent entendu, c'est pour ça que je le dis ici. Il y a une réelle complémentarité, mais cette complémentarité, il faut qu'on la travaille, qu'on travaille avec justement chacun de ces acteurs pour trouver ces leviers et finalement faire jouer les bons leviers au bon moment entre ces différents documents, effectivement, que ce soit les documents SCOT+, PDU, PLH, voire... PLUI intégré, encore mieux. Et puis, ces documents stratégiques qui engagent à l'action et qui sont sur des actions peut-être plus court terme et plus immédiates, que sont les actions liées au
PCEAT. Voilà, merci beaucoup de votre attention.